Ben voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la belle exploitation de Monsieur le maire. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu, même masqué, un peu plus proche que derrière un écran. Et donc, on se rend compte quand même qu'en tant qu'être humain, on a besoin de vrais contacts et que ça fait du bien de voir des vrais gens. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse de vous accueillir ici pour cette 16e semaine du bio, de l'agriculture biologique, et donc pour le lancement de cette semaine, en cette année, comme je viens de le dire, très particulière, où on a été confinés et où on a tous l'obligation de se réinventer, de s'adapter, d'innover. Mais nous avons la chance d'avoir trouvé une formule pour qu'on puisse tous en sécurité se retrouver ce matin. Et donc, on vous demandera bien de rester sur vos chaises, de rester bien, chacun avec vos masques jusqu'à la fin de cette matinée, et puis également de fermer vos GSM, parce que nous sommes quelques-uns ici à Verlaine, mais nous avons toute une partie également de personnes qui se trouvent derrière leur ordinateur et qui peuvent nous suivre via YouTube. Et donc, si on peut fermer ces GSM afin d'éviter qu'ils sonnent, ça serait vraiment très, très chouette. Donc, Monsieur le maire, un tout grand merci de nous accueillir ici à Verlaine et d'avoir permis à la PAC-W de faire cette conférence ici dans votre exploitation. Je remercie également votre fils Olivier. Et nous allons donc passer la matinée ensemble avec tout d'abord Monsieur Matar, notre directeur général de la PAC-W, qui va nous présenter la semaine bio de cette année. Et en compagnie ensuite de quelqu'un de connu, de spécial, de Colombe Bio, que je vois là au premier rang, et qui nous parlera, je pense, de sa fameuse enquête sur le bio en Wallonie, et qui nous montrera que des belles choses, je pense. Vous n'avez trouvé que des belles choses, monsieur l'inspecteur. Hein? Donc voilà. Je dois vous confirmer, je vous confirme. Voilà. Eh ben, j'attends avec impatience. Et puis ensuite, nous passerons la parole à Bio Wallonie pour tout ce qui est chiffres. Et Ariane vous présentera un peu tous les chiffres, tant de la production que de la consommation et son évolution plus que favorable. Et puis ensuite, nous terminerons avec monsieur le vice-président de la Wallonie et ministre wallon de l'Agriculture, cette matinée ensemble. Et voilà, je vais passer la parole à monsieur Matar pour cette présentation de la semaine bio et des ambassadeurs de cette semaine, donc les ambassadeurs 2021. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Wallonie, Madame, Messieurs, chers amis. Cette édition de la semaine bio est une édition à nouveau un peu particulière en raison des circonstances qu'il ne faut plus rappeler évidemment. C'est une 16e édition pour la semaine bio avec les adaptations que l'on connaît. Il n'y aura pas cette année d'événements de terrain comme on aurait pu l'espérer, comme c'était le cas les autres années, lors d'une ère qui nous semble lointaine pour l'instant, mais dont on espère évidemment qu'on la retrouvera bientôt. Alors, qu'avons-nous voulu mettre en évidence lors de cette nouvelle édition? Eh bien, à nouveau, un thème essentiel au secteur bio, c'est le thème de la confiance. Pourquoi? Parce que le bio, c'est un mode particulier de produire qui répond à un certain nombre de règles et qu'il est important pour le consommateur de connaître. Et donc, ces règles, en fait, elles sont un gage de confiance pour le consommateur. Il est important de pouvoir le convaincre qu'il y a effectivement une spécificité à la production bio et qui amène des consommateurs à faire ce choix au nom de cette confiance. Et évidemment, ce qui est essentiel, c'est au-delà de l'intention, au-delà de la volonté, c'est de trouver le bon vecteur pour aller vers les consommateurs, pour les convaincre. Et cette année, nous avons fait le choix de nous adresser à un policier célèbre qui est l'inspecteur Colombe Bio, qui a, grâce à tout son talent, toute sa verve et toute sa
son aptitude à la proximité avec nos concitoyens, est allé à leur rencontre pour leur expliquer, pour essayer d'identifier les vraies raisons de faire le choix de consommer bio. Et c'est lui qui nous présenterait évidemment les ambassadeurs de cette campagne bio et qui nous expliquera de quelle manière en fait il a appréhendé le secteur du bio tout au long de son enquête. Mais avant de céder la parole à l'inspecteur Colombio, il y a une petite vidéo que nous allons vous projeter, je pense. Après quoi, évidemment, je repasserai la parole à l'inspecteur. Je me présente, inspecteur Colombio. Je vous demanderai de décliner votre identité. Méline. Dimitri. Pierre. Sophie. Lucolans. Géraldine. Gérostrens. Olivier Lemaire. Gérard. Gérard. Sophie. Norbert. Quentin Ledoux. Jean-Marc Gros. Julien. Madame, monsieur tout le monde, bonjour. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, madame la présidente, madame qui dit les chiffres, bonjour. Donc j'ai été mandaté par la PACW pour aller mener une enquête au sein des établissements qui produisent ou qui distribuent le produit bio. Alors je ne suis pas un expert en la matière, pas du tout. C'est au contraire pour mon objectivité totale comment envoyer sur place afin de mener mon enquête. Et c'est pourquoi j'ai scruté, j'ai interrogé pour voir s'ils méritent bien leur label. Et ces gens-là, ce sont les ambassadeurs de la semaine bio, qui sont au nombre de 9. Nous sommes ici chez l'un d'entre eux, le maire bio, père et fils, Olivier et Pierre. Pierre qui est ici présent, avec une magnifique chemise, lila, ça vous va très bien, sincèrement. Alors moi, ce que j'ai découvert ici, ce qui m'a étonné, c'est je ne pensais pas que le bio, on pouvait produire sur des étendues territoriales aussi importantes. Pour moi, le bio, ignorant que je suis, c'était des petites productions locales. Et ici, ce que j'ai découvert chez les Lemaire, c'est qu'on peut produire en quantité et malgré tout en qualité. C'est bien dit, hein? Vous pouvez le reprendre comme slogan, pas de problème. Hein? Oui, voilà. Et l'inverse aussi. La qualité n'empêche pas la quantité. C'est bien dit aussi, hein? Merci. Ensuite, nous avons comme deuxième ambassadeur le domaine W. Le domaine W, alors là, c'est une ferme vieille de 150 ans, c'est une famille du côté de Braine-l'Alleud, et c'est les enfants, Sophie, la fille, et son mari, Dimitri, qui depuis 6 ans ont développé un vignoble biologique, c'est-à-dire qu'ils produisent un vin désormais pétillant, qui est délicieux, qui est pétillant, comme eux deux. C'est vraiment des personnes merveilleuses que j'ai rencontrées sur place et qui font un travail fabuleux. Ils vont même au-delà du biologique, c'est-à-dire qu'ils font de la biodynamie. Bon, ils travaillent avec le cycle lunaire, ce genre de trucs. C'est un peu compliqué, mais... je crois que vous avez fait un psst, c'est vous qui avez fait un psst. Pourquoi, même quand on est ministre, on fait des psst, hein. Donc ensuite, le troisième, oui, voilà, la ferme de la Houze, et ça c'est Gérard. Je ne sais pas Gérard, est-ce qu'il est là, Gérard? Gérard n'est pas venu. Gérard, voilà. Alors Gérard, lui aussi, a une grande expérience en agricole, c'est-à-dire que depuis des années, il travaille là-dedans. Et depuis quelques années, il s'est converti au bio et il fait exclusivement des céréales brassicoles ou panifiables. Voilà, panifiables. J'ai appris ce mot-là, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est pour faire du pain. Gérard, c'est un petit malin. Comme le dit l'adage, là où passe le brasseur, le boulanger ne passe pas. Ah ben lui, il fait les deux, comme ça il est toujours gagnant. Sacré Gérard. Ensuite, nous avons un quatrième, c'est un éleveur, notre quatrième ambassadeur, un éleveur, c'est Jean-Marc Gros. Je ne sais pas si Jean-Marc est parmi nous. Jean-Marc, qui nous vient de Villers en Fagne. Alors Jean-Marc, il a toujours été dans le milieu agricole aussi, c'est un sylviculteur à la base, et il a développé l'élevage d'une race rustique qui est l'Angus. L'Angus, qui est une race très maternelle, un merveilleux animal, qui a cette particularité de ne pas avoir de cornes. C'est pas pour autant qu'il n'a pas de chance, cet animal, puisqu'il est élevé avec le talent, le soin et l'attention de Jean-Marc. Voilà. Un autre éleveur, ensuite, également, et là, avec un animal beaucoup plus petit, c'est Quentin Ledoux. Quentin Ledoux qui élève dans sa ferme du coin-coin, il élève des... Exactement. Monsieur le ministre est attentif. Pétillant comme sa bouteille. Hein?
Quentin qui élève le canard dans son milieu tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'il élève une prairie dans laquelle il laisse batifoler ses canards, il a un verger, un potager, il fait même pousser des épices dans sa prairie pour que les canards mangent et aient un goût naturellement épicé. Ça, c'est pour la ferme du Coin-Coin. Notre ambassadeur suivant, alors là, c'est un groupe, ils sont 4 copains, voilà. C'est la brasserie de la Laisse. Alors eux, non seulement ils font du bio, mais aussi ils ont envie de développer une espèce de projet social. C'est-à-dire que le bien-être animal, végétal dans le bio, c'est super important, mais le bien-être humain aussi. C'est-à-dire que ces 4 copains-là, dont ici nous avons Julien, ici même présent, ont décidé qu'il n'y ait pas de chef. Non, entre eux, ils décident tous à 4, et visiblement, ça fonctionne bien. Ils nous font une bière délicieuse. Je vous conseille la petite Cambrai, pour laquelle j'ai tout à fait craqué. Enfin, c'est personnel. Biomilk, alors là, pour Biomilk, c'est une coopérative, Biomilk, qui produit du lait bio, hein, forcément, sinon ça se serait appelé Milk tout court, et qui fait du lait, sinon ça serait appelé Bio autre chose. Voilà. Je n'étais pas présent, mais j'ai envoyé mon assistant sur place qui m'a dit que voilà une équipe merveilleuse qui travaille avec efficacité, dynamisme et sympathie, qui sont aussi, je pense, des valeurs tout à fait biologiques. Hein. Biomilk. Ensuite, nous avons, cette fois, non pas un producteur, mais un distributeur, Equivrac, représenté en la personne de Géraud, ici présent. Géraud et Méline, sa sœur, une histoire de famille. Alors, eux aussi sont dynamiques parce qu'ils ont commencé leur activité en 2016, si je ne me trompe pas, et ils ont déjà aujourd'hui pas moins de 9 points de vente en Wallonie, ce qui est pas mal, bravo. Alors eux, ils ont le soin, évidemment, de travailler avec des producteurs locaux, et ils essayent de travailler en circuit le plus court possible, et évidemment, toujours en bio. Sauf pour le miel, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de miel bio en Belgique, on n'a pas assez d'espace pour faire du miel bio. Ah, j'ai appris ça. C'est pas mal, hein. Ensuite, nous avons la Grasse. Elles sont 2, elles sont sœurs, elles s'appellent les Goffard Sisters, hein. Elles sont merveilleuses et elles ont un produit tout à fait original, c'est-à-dire qu'elles transforment les farines en pâtes. Elles font des pâtes, hein, voilà. Notamment la frangine, enfin les frangines, c'est comme ça que ça s'appelle, et elles font des pâtes originales du genre des pâtes au chanvre ou des pâtes aux épices, des pâtes aux orties, ça pique aussi, mais c'est pas des épices, hein. On s'occupe des chiffres, on s'occupe pas d'amour, hein. Qu'est-ce que c'est que ça pour une? Au piment, voilà, c'était des piments que je voulais dire, c'est très bien. Donc, et en plus, bon, elles sont charmantes, elles ont essayé de nous faire craquer, mais non, hein, on est resté ferme et rigoureux. Je pense qu'on a fait le tour de nos 9 ambassadeurs, et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a essayé, on a gratté, on a interrogé, on a essayé de trouver une faille, ils sont tous irréprochables, sincèrement. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller sur semainebio.be ou biomonchoix.be, où il y aura mes enquêtes en entier. Vous pouvez vérifier que on a cherché. Eh ben non, ils sont totalement irréprochables. C'est pourquoi, je peux vous le dire, en Wallonie, le bio, c'est contrôlé, certifié, labellisé. Je vous remercie. Eh ben, un grand merci à vous, Colombio, ainsi qu'à M. Mattard pour la présentation de cette semaine bio. Remercier également les 9 ambassadeurs, bien courageux d'avoir accepté de recevoir Colombio et d'être analysés sous sa loupe. Et voilà, j'aurais pu vous le dire, si vous m'aviez téléphoné, vous n'alliez rien trouver, mais enfin voilà, ça confirme bien la qualité du travail de nos producteurs. Voilà, oui, votre loupe. Et donc, les productions diversifiées qu'on a en Wallonie, donc de qualité, diversifiées, la fierté qu'on peut aussi avoir de nos producteurs wallons, et puis la confiance qu'on peut avoir dans leurs produits. Ça confirme aussi, M. Mattard, notre phrase « Je cuisine local, durable et de saison », puisqu'on a à notre disposition une quantité de produits diversifiés pour faire une assiette équilibrée. Boire équilibré aussi, un peu de champagne, de bière, et puis sans modération le lait de Biomilk. Donc nous avons un peu de tout pour pouvoir cuisiner et boire
local, durable et de saison. Et donc un grand merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être ambassadeur cette semaine. On aura aussi, pendant toute cette semaine, donc, qui débute le 5 et qui finit le 13 juin, tout ce qui est, comme Colombio nous l'a dit, sur biomonchoix.be, toutes les informations, et on pourra revoir votre enquête. Et puis, nous pourrons aussi voir toutes des capsules vidéo, et je ne peux que vous encourager tous à aller les voir, mais également, elles seront sans doute sur les réseaux sociaux, à les partager sur vos sites et d'en faire la promotion. On va passer alors la parole maintenant à Ariane Baudelot pour la présentation, comme vous l'avez dit, chiffrée du bio en Wallonie. Et bien nous confirmer que si l'agriculture biologique est réglementée au niveau européen, mais nos campagnes wallonnes et belges sont remplies de produits bio et que la Wallonie fait figure d'exemple en Belgique puisque 92% des produits bio belges proviennent de notre belle région et qu'on peut être fier d'être la locomotive de l'agriculture bio en Wallonie. Et donc, Ariane, je te passe la parole pour les fameux chiffres du bio. Super. Donc, je vais vous présenter donc les chiffres du bio 2020. Donc, c'est en avant-première. Personne les a vus avant vous. Donc, l'état de la production bio en 2020. On est actuellement à 1901 fermes certifiées bio pour toute la région wallonne. C'est 85 fermes supplémentaires qui ont passé le cap en 2020, ce qui représente donc 15% des fermes wallonnes qui sont sous contrôle bio. Et donc c'est une progression la même que d'année par année. Il y a plus ou moins entre 80 et 120 nouvelles fermes chaque année depuis 10 ans. Donc c'est une très bonne évolution. Au niveau de la surface agricole utile, on est à presque 90 000 hectares certifiés bio. C'est encore 5 000 nouveaux hectares qui ont été certifiés bio en 2020. Donc il y a une augmentation de 7%. Et donc ça représente pour toute la Wallonie 12% de la surface agricole utile wallonne. Donc 1 hectare wallon sur 8 est bio. Au niveau des provinces, il y a des différences, évidemment. Il y a des régions plus herbagères et des régions plus de grandes cultures. On le voit en province de Liège et du Luxembourg, plus de 80% des surfaces sont des prairies. Et on retrouve en fait 3/4 des bovins viandeux et laitiers dans ces provinces. Alors que dans le Brabant wallon, 20% des surfaces sont des fruits et légumes. C'est vraiment... et puis des grandes cultures, c'est vraiment une région avec beaucoup de fruits et légumes, donc on voit des différences. Évidemment ici, je sais vous présenter que quelques chiffres, mais donc vous pouvez trouver l'ensemble des chiffres bien détaillés par province et par spéculation dans les chiffres du bio, donc qui se trouvent dans vos mains ou sur le site internet de la PAC ou de Bio Wallonie. Alors, au niveau des surfaces cultivées, en général, donc là c'est pour toute la Wallonie, les prairies permanentes et temporaires représentent encore plus de 70% des surfaces, mais les grandes cultures se développent très fort, puisque maintenant on est à 22% des surfaces bio qui sont en grande culture, puis il y a les légumes avec 2,6%, les fruits avec 0,6%, et puis les semences et plants qu'on va le voir se développent ces dernières années. Alors au niveau des grandes cultures, on a 19 000 hectares, encore plus 13% l'année passée, donc 2 000 hectares supplémentaires l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces grandes cultures, c'est un nom général pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retrouve d'abord? Des céréales, 48% de céréales. Dedans, on voit le froment, puis l'épeautre, l'avoine, l'orge et le triticale. L'épeautre s'est très fort développé l'année passée parce que les prix étaient bons. Alors que le triticale a diminué de 600 hectares parce que les prix étaient moins bons cette année. Mais sinon, on trouve aussi du maïs grain, du seigle, du quinoa, du sarrasin, du sorgho, du millet et du blé dur. On m'a demandé, mais oui, il apparaît petit à petit en région wallonne. Sinon, après, on retrouve des mélanges, céréales légumineuses. Au début, il y a quelques années, c'était souvent pour le bétail, donc non trié à la récolte et donné directement au bétail. Mais de plus en plus, on trouve des céréales panifiables ou des cultures, en tout cas pour l'alimentaire, mais qui se retrouvent aussi en mélange parce qu'ils sont plus faciles de le faire agronomiquement. Donc on retrouve des froment panifiables pois ou des lentilles camélines, donc tous des mélanges qui sont alors triés à la récolte pour pouvoir faire différents produits par la suite.
On retrouve évidemment après des cultures fourragères qui ont pas mal augmenté l'année dernière, donc de plus 19%. Des pommes de terre qui représentent 695 hectares et qui ont un peu augmenté l'année dernière. Les pommes de terre, ça fluctue assez fort ces dernières années, ça dépend un peu du marché. Le nombre de producteurs de pommes de terre et de tonnage de pommes de terre pourrait augmenter, mais ça dépend toujours du marché, s'il est bien toujours preneur de pommes de terre bio et wallonne. Au niveau des autres grandes cultures, on trouve la betterave sucrière et la chicorée, qui s'est fortement développée l'année dernière. Et puis sinon, un peu 300 hectares de protéagineux et 193 hectares d'oléagineux. Alors, au niveau des surfaces de légumes, vous voyez, hein, ça augmente aussi chaque année. Ici, ça a encore augmenté de 6%. Parmi ces 2000 hectares, en fait, 45% c'est pour le marché du frais, comme ça vous avez un peu une idée, et 55% c'est pour l'agro-industrie, donc pour les entreprises de surgélation, comme SB Frost tout près d'ici. Alors, au niveau des surfaces de fruits, ça a très fort augmenté en 2020, plus 22%, donc plus 98 hectares, donc presque 100 hectares. On voit encore une grande part d'arboriculture, mais alors les vignes se développent très fort. On le voit ici, il y a un ambassadeur. Hein. Mais donc le nombre d'hectares de vignes a triplé en 3 ans, donc c'est vraiment très important. Il y a encore beaucoup de domaines, il y a 12 domaines actuellement, et il y en a donc beaucoup encore d'hectares en conversion. Et puis il y a des noisetiers et des noyers, et des fraises et des petits fruits qui représentent que 29 hectares, mais qui se développent petit à petit. Au niveau des surfaces de semences et de plants, ça c'est une très bonne nouvelle, ça a très fort augmenté de 44% l'année dernière. Et ça c'est très intéressant puisqu'avant on devait importer des semences certifiées bio de nos pays voisins. Et donc pour une meilleure autonomie de la région wallonne pour ça, on voit que les semences se développent, des semences de toutes sortes, hein, autant potagères que de prairies, que de céréales. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour le secteur bio. Alors, au niveau de la filière bovine, au niveau des vaches laitières, Biomilk me l'a confirmé, hein, il y a bien 1800 vaches laitières qui sont traites en plus en 2020, donc ça fait 10% d'augmentation. Donc on voit, hein, il y a eu des années avec des augmentations très fortes et puis moins fortes, mais ça continue à se développer, mais la demande est tout aussi importante. Au niveau des vaches allaitantes, c'est stable depuis plusieurs années, mais vous le savez peut-être, la demande pour l'instant se développe, mais est encore moins importante que l'offre, et donc c'est tant mieux que ça se stabilise. Alors, au niveau de la filière porcine, il y avait une forte demande, et en fait elle est en train de se remplir. Il y a vraiment un équilibre maintenant entre l'offre et la demande, puisqu'il y a eu une forte progression en 2020. Il y a eu plusieurs porcheries industrielles qui se sont développées en 2020, et donc ça fait 44% de truies supplémentaires, donc 300 truies supplémentaires. Donc ça, c'était très intéressant, puisque l'année dernière, on devait encore importer des porcs des Pays-Bas, d'Allemagne, etc. Au niveau de la filière avicole, c'est un peu comme chaque année. Chaque année, il y a des nouveaux poulaillers. Cette année, si on considère, et c'est une grande majorité des poulaillers qui font 4800 poulets, il y a 23 poulaillers supplémentaires pour toute la région wallonne. Le nombre de poulaillers, de poulets plutôt commercialisés a doublé en 4 ans. Alors, au niveau de la filière poule pondeuse, on commençait à être un peu inquiet parce qu'on avait un risque de surproduction de la filière poule pondeuse parce qu'elle s'était énormément développée ces dernières années. Heureusement, elle s'est encore développée cette année, mais beaucoup plus faiblement, avec seulement 15 000 poules pondeuses supplémentaires, avec seulement plus 5%. Et donc, c'est tant mieux, hein, puisque qui dit équilibre offre et demande, dit des bons prix. Si à un moment, la production devient plus importante que la demande, les prix pourraient diminuer. Alors, au niveau de la filière ovine, la filière se développe de nouveau de façon assez régulière. Elle a doublé en 7 ans. Et alors, dernière filière, mais qui s'est très fort développée, c'est la filière caprine, hein, les chèvres. Le nombre de chèvres a encore augmenté de 600 chèvres l'année dernière. Et de nouveau, c'est très intéressant parce que c'était vraiment une filière en forte demande. Il y avait beaucoup de production et de transformation de produits laitiers qu'on trouvait de chèvres, qu'on trouvait des pays voisins, de France ou d'ailleurs. Et donc, tant mieux qu'on puisse les produire localement. Alors,
Dernière petite filière, c'est vraiment tout ce qui est élevage de niche. On en a parlé, puisque dans les ambassadeurs, il y a un élevage de canards. Mais on peut trouver aussi en Wallonie une pisciculture certifiée bio. Alors, nouveau, un élevage d'escargots certifié bio. Donc, ça, c'est apparu cette année en 2020. Sinon, aussi 30 ruches, toutes en province de Liège. Et puis, on peut retrouver quelques cerfs, daims, lapins, équidés et même lamas. Comme ça, vous savez, tous les animaux qui sont certifiés bio en Wallonie. Alors, juste pour l'état de la production bio belge, j'aurais aimé vous comparer avec la Flandre, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore présenté leurs nouveaux chiffres, donc j'ai que les chiffres de 2019 de la Flandre, mais juste pour que vous voyez la différence, pouvoir se comparer à nos voisins. Donc la Wallonie, 84 000 hectares, donc c'est en 2019, la Flandre, 8 700 hectares, donc ça faisait 89 000 en tout, et donc 91%, 92% des fermes, des terres bio surtout, sont en Wallonie. Alors, au niveau de la consommation bio en Belgique et en Wallonie, tout ce que je vais vous dire, vous allez évidemment vous en douter, est lié à la crise sanitaire. Donc, il y a pas mal de changements qui sont dus au changement d'habitude des Belges durant cette année 2020 particulière. Alors, la tendance de la consommation, elle progresse. On a 890 millions d'euros pour les dépenses en produits bio en Belgique. C'est plus 13% par rapport à 2019, donc ça c'est très intéressant. Et si on regarde, en fait, c'est 418 millions pour la Wallonie. Donc en fait, il y a 47% de toutes les dépenses bio-belges pour la Wallonie, alors qu'on représente seulement 32% la Wallonie des Belges. Donc on voit que les Wallons vraiment dépensent de loin, autant en chiffres absolus que relatifs, plus bio que nos voisins flamands. Donc là, on peut le voir, donc l'évolution des ventes, pareil, donc plus 13% l'année passée, alors qu'entre 2018 et 2019, ça avait progressé que de 3%. Donc ça, belle évolution. Quand on regarde les dépenses, on est maintenant à 115 €, donc chaque habitant, si évidemment on reprend toutes les dépenses et qu'on divise par le nombre d'habitants, chaque Wallon a dépensé pour 115 € en moyenne pour des produits bio, alors que la moyenne belge est de 78 €. Et donc, si on regarde par rapport à 2019, c'est 14 € supplémentaires. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, au niveau des dépenses, si on regarde justement ces 115 €, ça représente quoi? Ça représente en fait 19 € pour des produits laitiers, 15 € pour des fruits et 13 € pour des légumes. Comme ça, on a un peu estimation. Et puis après, il y a le détail pour tous les autres, mais ça, c'est le top 3. Alors, au niveau de l'évolution des parts de marché, donc la Wallonie, comme je vous ai dit, est plus grande consommatrice bio. Donc la part de marché du portefeuille alimentaire des Belges est plus élevée en Wallonie. Il est de 4,9%, alors qu'il est de 3,4% en Belgique. Alors ce chiffre wallon de 4,9% a triplé depuis 2008. Donc il y a une vraie grande augmentation. Alors pour cette année, on dirait qu'il n'y a pas d'évolution. En fait, c'est faux. Si on regarde précisément les chiffres, on est passé de 4,89 à 4,94. Donc, il y a une petite évolution. Mais ce qu'il faut le savoir, c'est que c'est la première année que les dépenses alimentaires totales, bio et non bio, des Belges ont augmenté. Ils n'ont pas pu aller au resto. Les cantines scolaires et d'entreprises ont fermé. Et donc, ils ont plus dépensé dans les magasins et tout ça. Et donc, les dépenses générales ont augmenté. Ce qui fait que comme les dépenses générales ont augmenté de plus 12%, les plus 13,5% d'augmentation en bio se sont équilibrés. Et donc c'est pour ça qu'en part de marché, on ne voit pas de forte progression. Mais donc ça a bien quand même progressé quand même de 13%. Alors au niveau de la part de marché, les œufs restent vraiment très importants. Mais on voit des petites augmentations donc en 2020 en fruits, en produits laitiers et en pommes de terre. Donc de nouveau, vous pourrez avoir tout ce détail. Alors au niveau du profil des ménages, donc ici on ne parle vraiment pas en habitants mais bien en ménages. Ce qui est intéressant c'est de voir c'est que 96% des Belges ont acheté au moins une fois un produit bio dans l'année. Donc c'est vraiment maintenant quasi tous les Belges. Et alors, donc ça c'est GFK qui a fait une étude, qui a séparé les ménages, qui ont pris les 20% qui achetaient le plus bio, ce qu'il a appelé les heavy acheteurs, et puis 30% qui achetaient intermédiaires, et puis les 50% restants. Et bien les heavy acheteurs, donc qui représentent les 20% des dépenses,
enfin 20% qui avaient le plus acheté pourtant, ils représentent 80% des dépenses en produits bio. Donc c'est vraiment les super consommateurs bio. Donc ces heavy acheteurs, c'est vraiment des consommateurs réguliers qui achètent au moins une fois par semaine, qui représentent en moyenne 1 000 € de dépenses pour des produits bio par an, enfin sur l'année 2020. Ils représentent 20% des ménages avec des achats bio, mais donc 19% des ménages wallons. Ils sont surreprésentés dans le Brabant wallon, en Luxembourg et à Liège, mais attention, il y en a évidemment dans toutes les provinces. De nouveau, ils sont surreprésentés dans les plus de 65 ans et les 40-49 ans, mais on en retrouve aussi dans tous les âges. Classe sociale, de nouveau, une légère surreprésentation de la classe plus élevée. Et les types de ménages, c'est les couples de plus de 54 ans sans enfants et surtout les ménages avec enfants de moins de 5 ans. On sait bien que c'est souvent des nouveaux consommateurs très réguliers de produits bio. Donc je vous parle toujours de surreprésentation. Hein. Et les médiums acheteurs, donc ça c'est ceux qui achètent de façon plus occasionnelle, on peut dire une fois tous les 15 jours. Ça représente 126 € sur l'année 2020, mais là ils sont situés partout en Wallonie. Donc comme ça, vous avez certaines infos. Alors, où est-ce que les Wallons ont acheté bio l'année dernière, en 2020 ? On voit, il y a 40% dans les supermarchés, 30% dans les magasins bio, et puis après, on voit 7% dans la hard discount, 2,4% à la ferme et 0,9% au marché. Et donc, en fait, ça, on peut s'en douter, hein, les magasins bio ont explosé et tous les magasins bio nous l'ont dit l'année passée, ils avaient fait des chiffres records qu'ils n'avaient jamais fait. Les supermarchés aussi augmenté et alors, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps, les magasins à la ferme sont très fort développés l'année dernière. Et donc, qu'est-ce qui a diminué par contre ? C'est tous les hypermarchés qui ne donnaient pas très envie de croiser autant de monde pendant la crise sanitaire. Le hard discount et évidemment les marchés qui ont dû fermer toute une partie de l'année 2020. Alors juste pour nous situer, je vous présente juste quelques chiffres en Europe assez rapidement, mais juste pour situer la Wallonie par rapport à l'Europe. Donc l'Europe, c'est 16,5 millions d'hectares certifiés bio en 2019. Attention, de nouveau, pour avoir les 27 pays qui se rassemblent et qui présentent les chiffres. Non, là, c'est encore les 28 pays, puisqu'on est encore en 2019. Ça prend un an de plus, donc on est bien dans les chiffres 2019. Donc, entre 2018 et 2019, ça a progressé de 6%. Alors, au niveau de la surface agricole, en fait, 4 pays représentent la moitié de toutes les surfaces de l'Europe. Donc, c'est l'Espagne, l'Italie, d'abord la France, puis l'Italie et puis l'Allemagne. Donc, ces 4 pays en plus, nos voisins représentent la moitié de toutes les surfaces. Vous voyez, plus c'est vert foncé, plus il y a de surfaces certifiées bio. Donc ça, c'était en nombre d'hectares. Sinon, maintenant, si on parle en part de SAU, puisqu'évidemment, c'est plus intéressant pour les petits pays comme nous, en fait, c'est l'Autriche qui est en premier, avec 25%. Puis l'Estonie et la Suède, ces trois pays ont plus de 25% de leur surface agricole utile en bio. Notre objectif, même dépasser cet objectif pour l'horizon 2030. Et donc, si on regarde, là j'ai scindé la Belgique et la Wallonie. Si on regarde la Belgique, elle est en dessous de la moyenne européenne qui était de 7,9%. Mais si on regarde que la Wallonie, elle est largement au-dessus de la moyenne européenne, puisqu'elle était à 11,5% en 2019. Donc ça, c'est important de le savoir. Au niveau de la consommation bio-européenne, donc en 2019, les Européens ont dépensé pour 45 milliards d'euros en produits bio. C'est une évolution de plus 8% entre 2018 et 2019. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le marché bio a progressé plus vite que la superficie bio en 2019. Et ça, c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que les prix devraient rester bons dans les années futures puisque la consommation vraiment est poussée et se renforce. Alors sinon, au niveau total des ventes, l'Allemagne et la France, donc nos deux voisins sont vraiment les plus gros consommateurs bio de l'Union européenne. Donc la Belgique, on était à 779 et donc maintenant on est à 890 millions. Et si on regarde par habitant, vous pouvez le voir aussi, le Danemark, c'est le premier consommateur bio, donc c'est des euros par habitant. Donc voilà, je vous ai présenté quelques chiffres, mais donc pour avoir l'ensemble des chiffres, vous pouvez trouver dans les chiffres du bio, et donc n'hésitez pas à contacter Bio Wallonie pour plus d'informations.
Ben voilà, merci Ariane et merci à Bio Wallonie pour la présentation de tous ces chiffres. Il faut évidemment ne pas hésiter à te contacter, mais on a aussi, parce que ça a été très vite, toutes les informations dans les documents que vous trouverez dans la farte qui était sur votre chaise. Et donc, nous avons donc la confirmation, Ariane, de la belle évolution de l'agriculture biologique dans notre région et que les grandes cultures ont bien évolué aussi et suivent la belle évolution que les vaches lui avaient montrée. Et on ne peut que s'en réjouir. Et puis, ben voilà, une augmentation de 13% de la consommation. Je pense qu'il faut aussi bien veiller à l'équilibre entre l'offre et la demande. Ça, c'est une règle de base en économie. Monsieur le ministre de l'économie, donc voilà. Et donc, les 11% de SAU bio en Wallonie, ben, on ne peut que s'en réjouir aussi, ainsi que le nombre de producteurs, 1901, j'ai retenu, donc on va jusqu'à le 1, hein, c'est très précis et ça montre la qualité de votre travail. Et donc, on va pouvoir, après la parole que je vais céder à Monsieur le ministre, pouvoir discuter un petit peu ensemble, avec notamment Dominique qui sera participant, je pense, dans les réponses apportées dans le débat et qui est vice-président de la PAC-W. Et donc, Monsieur le ministre, je vais vous passer la parole pour nous expliquer un peu quels sont les objectifs du gouvernement wallon pour l'évolution de notre agriculture biologique dès aujourd'hui, les constats sans doute, donner vos avis sur les constats qu'on peut voir aujourd'hui et puis parler de l'évolution de l'agriculture biologique dans les intentions du gouvernement wallon pour les années à venir. Voilà, merci beaucoup Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Grognin, Dominique, Ariane, merci pour votre exposé. Bonjour à tous les partenaires. Merci à messieurs le maire pour leur accueil. Cher inspecteur Colombio, merci de vos devoirs, travaux et surtout bravo pour les résultats de ceux-ci. Et mesdames et messieurs les membres de la presse. Peut-être quelques mots tout d'abord et quelques considérations à partager avec vous sur ce qui vient de nous être exposé tout d'abord, mais aussi bien sûr sur le futur plan stratégique de développement de l'agriculture bio, puisque il a été approuvé hier par le gouvernement et le fruit d'un très long travail de participation, de co-construction. Donc c'est évidemment l'occasion de pouvoir vous en détailler en tout cas quelques-uns des éléments de structure. Tout d'abord, vraiment en guise d'introduction, et je pense que nous sommes ici toutes et tous convaincus de l'évolution que l'on enregistre en ce qui concerne notre secteur agricole dans la diversité de ses réalités. C'est un secteur qui est bien sûr en mouvement, un secteur qui intègre de plus en plus à la fois les attentes des consommateurs, les besoins du marché, mais aussi une transition qui tient compte de façon beaucoup plus approfondie des objectifs de résilience, de respect des sols, de respect des cadres et de préservation des ressources. Cette diversité agricole est soutenue aussi par des évolutions en termes de recherche, en termes techniques, en termes technologiques. Et c'est tout cela qui fait de notre agriculture wallonne une agriculture qui est aujourd'hui performante, qui rencontre ses besoins en termes nourriciers, mais aussi bien sûr qui enregistre des chiffres de projection et de progression bio qui sont spectaculaires, me semble-t-il. Je notais en vous écoutant, Ariane, que le cap des 2000 est, me semble-t-il, très très proche. Nul doute que dans les prochains mois, peut-être dès l'année prochaine, nous pourrons enregistrer ce cap. Et bravo pour les 85 fermes qui ont franchi cette année, alors le cap de la conversion et du bio cette année. Merci aussi aux ambassadeurs qui vont nous faire le plaisir de pouvoir être, si je puis dire, des amplificateurs encore de cette réalité, de pouvoir partager leur expérience, de pouvoir la faire découvrir au plus près. Je pense qu'on a besoin de ce lien très direct, de façon générale, avec le métier de producteur, d'agriculteur, et ce lien aussi très très
intimes dans l'observation avec tout ce secteur bio en pleine croissance chez nous. On le sait, on est à un moment charnière parce qu'on se trouve entre deux plans stratégiques, charnière aussi, et Marianne, tu l'as évoqué, parce qu'on le voit, les ambitions collectives que nous nous sommes fixées au niveau wallon, c'est 30% à atteindre en 2030 de superficie agricole utile. Cette ambition, elle est évidemment très considérable. On a mis la marche, et quand il y a une sonnerie, c'est que c'est important, on a mis la marche assez haut en termes d'objectifs. D'une part, il convient d'atteindre, bien sûr, ce qu'on a fixé comme cap, mais aussi il convient, et c'est ici, Marianne, que je fais le lien avec ce que tu as évoqué, d'éviter un certain nombre de difficultés. Il faut que la demande puisse être elle-même suffisamment nourrie à travers les diverses filières. Il faut que l'offre puisse être adaptée au marché, et il faut qu'on puisse non seulement franchir ces caps, bien évidemment, mais aussi éviter quelques dangers ou quelques périls qu'une croissance importante peut, le cas échéant, générer. Ces 30% d'objectifs wallons, je ne sais si l'Europe s'est inspirée de la Wallonie, mais sont au-delà, comme vous le savez, des 25% que l'Europe s'est fixé elle-même comme objectif à la même échéance à travers le Green Deal et à travers sa démarche Farm to Fork, de la fourche à la fourchette. Pour atteindre ce chiffre, nous avons identifié un budget nécessaire au niveau wallon pour la première période de 5 années. Il y aura une deuxième période de 5 années qui fera évidemment l'objet, le cas échéant, d'adaptation, de modifications, eu égard à l'expérience des 5 années que nous aurons eu l'occasion d'accomplir jusqu'alors. Donc le budget nécessaire pour cette première période est de 30 millions d'euros, ce qui est évidemment considérable, mais ce qui est à la mesure, me semble-t-il, des besoins nécessaires. J'y reviendrai. Ces moyens vont venir du budget ordinaire de la région wallonne, mais aussi d'éléments du plan de relance, parce qu'on a pu intégrer dans le plan de relance de la Wallonie, désormais presque célèbre, notamment ici à Verlaine, mais on a pu intégrer des crédits pour apporter les compléments nécessaires. Nous aurons aussi, dès que les dialogues assez rudes pour terminer les négociations de la politique agricole commune et de la prochaine période de politique agricole commune, singulièrement dans le trilogue qui est engagé aujourd'hui entre Conseil européen, Commission et Parlement européen, dès qu'on aura décliné le plan stratégique de la PAC, alors au niveau régional wallon, il y aura aussi évidemment des crédits spécifiques pour celles et ceux qui dédicacent leur activité au bio. En ce qui concerne le plan 2030. Je vais juste aborder quelques-uns de ces axes, si vous le voulez bien, mais vous m'autoriserez à remercier toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé pour élaborer cette nouvelle période de plan bio jusqu'en 2030. Donc bien sûr, l'administration avec notre SPW, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le CRAW, la PACW, une plateforme collaborative, bien sûr, dans laquelle on retrouve, et je voudrais vraiment souligner le rôle central de Bio-Wallonie à cet égard, les organisations agricoles, la FOI, la FUGEA, le Borbund, la Socopro, le Collège des producteurs, l'UNAB, Probila, Nature et Progrès, Diversiferme et bien d'autres encore. Ils m'excuseront, le cas échéant, de ne pas faire l'énumération absolument complète. On sait qu'on doit donc soutenir à la fois la valorisation, de manière à ce que la consommation puisse continuer à s'inscrire à la hausse, qu'elle puisse aussi concerner les différents types de production et de produits qui sont transformés. C'est l'autre objectif, c'est d'intensifier la transformation de manière à pouvoir, à travers cette transformation, capter, si je puis dire positivement, la plus-value, la création de valeur que représente la transformation d'un produit et bien sûr dans la foulée sa commercialisation. En ce qui concerne les débouchés, c'est l'autre sujet que j'évoquais tout à l'heure.
qu'avec les partenaires, on souhaite vraiment pouvoir soutenir, analyser, accompagner, c'est ce lien, cette adéquation de lien entre le marché et son évolution, l'offre et son évolution, et tout cela à travers les multiples secteurs, on l'a illustré de quelques-uns ici, mais les multiples secteurs de production et de valorisation. On a à cet égard des outils intéressants concernant l'évolution des attentes des consommateurs. Philippe, des études très très bien faites qui montrent les tendances que l'on observe avec des diminutions, par exemple, de consommation de viande bovine, avec aussi de nouvelles aspirations d'une partie de la population. Et on dispose aujourd'hui, avec ce type d'études très affinées, me semble-t-il, des bases, en tout cas de connaissances, de données, qui nous permettent de nourrir cette volonté. Alors, le plan, dans sa première période opérationnelle, va en tout cas mettre en œuvre 9 leviers concrets d'intervention qui se déclinent en autant de mesures, plus de 32 si je ne m'abuse. Donc le premier élément, c'est bien sûr de pouvoir avoir une information globale, intégrée, de pouvoir avoir une vision, et on l'a bien vu aujourd'hui, une vision permanente et suffisamment opérationnelle du secteur et de monitorer cette connaissance. Le deuxième volet, c'est la réglementation. Il faut que la réglementation soit adaptée, qu'elle soit suffisamment exigeante, qu'elle protège aussi. Et donc cet aspect cadre légal, cadre réglementaire est le deuxième élément de ces leviers d'intervention. Le troisième, c'est évident, et merci d'y concourir par votre présence et l'écho que vous donnerez à cette réunion, mais aussi à ce bilan et à l'ensemble des actions, c'est bien sûr l'élément information. Information à destination du grand public, des professionnels, des intermédiaires, des relais d'opinion, puisque cette transparence d'information, merci inspecteur, ces relais réguliers vers le public en utilisant les nouveaux créneaux et outils de communication complémentairement aux outils plus traditionnels, plus habituels. Tout ça est évidemment un levier également qui est précieux. Alors on doit accompagner, on ne se reconvertit pas, si je puis dire, d'un claquement de doigts en ayant le dimanche au coin de la table pris la décision de. C'est, je vais dire, c'est tout un travail. Ça doit être préparé, ça doit être accompagné, ça doit être bien quantifié techniquement, financièrement. Donc cet élément de non seulement stimuler les conversions, c'est étonnant, si on est extérieur, on dit de quelle conversion parle-t-il? Oui, bon, la conversion bio. Donc le fait évidemment de les encourager, de les stimuler, mais aussi de les accompagner est un point qui me semble très très important, de manière à ce que ces conversions soient autant de succès et de réussite. Et puis il y a le volet aide financière, je l'ai évoqué à travers la PAC. Il y a un certain nombre d'éléments de contraintes auxquels, évidemment, les aides financières doivent répondre. Les aides financières, c'est aussi soutenir la transformation. Lorsqu'on investit dans des équipements, lorsqu'on investit dans des halls relais, lorsqu'on investit dans du matériel. Par ailleurs, le 6e point, c'est tout ce qui est enseignement et formation. Je pense qu'on a vraiment besoin d'intégrer la formation, l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement agricole de base, si je puis dire, tel qu'on le connaît, mais aussi dans les formations qui sont des formations continuées. On doit pouvoir être bien formé et pour ce faire, former aussi les formateurs, si on veut que les générations d'agriculteurs soient de fins connaisseurs également des réalités du bio, ainsi que des possibilités de valorisation et de transformation. J'ai déjà mentionné, et je me permets de le rappeler, entre le regard présidentiel et le regard du directeur général, tout l'aspect, bien sûr, promotion. On doit avoir une identité bio wallonne qui soit facilement
si je puis dire, facilement reconnaissable, que l'on puisse, dans tel ou dans tel établissement, je vais dire de façon aisée, se dire là, bah oui, c'est le bio wallon, c'est le produit de Monsieur le maire, c'est le produit de Biomilk ou encore d'autres produits. Donc cette identification, cette marque forte du bio wallon et évidemment la promotion de celle-ci et à travers celle-ci des opérateurs et des produits me semble également incontournable. Je termine, pour ne pas être excessivement long sur ce chapitre et permettre que les questions soient denses et nombreuses, comme la pluie qui a nourri nos productions végétales depuis quelques jours. Je termine par 2 points qui me semblent importants. C'est la recherche. C'est la recherche, grâce au CRAW, à d'autres intervenants privés peut-être, parce que la recherche en matière, par exemple, de technique de production, j'ai eu l'occasion régulièrement de me rendre à Jean-Blou pour observer, je ne sais pas, par exemple, les combinaisons de production végétale, les sélections d'un certain nombre de variétés plus résistantes aux ravageurs, plus résistantes à la sécheresse. Il y a d'autres éléments. Donc, cette recherche au service de me semble aussi cruciale. J'ai l'intention de continuer à soutenir financièrement et à amplifier ce soutien à la recherche. Qui dit recherche, dit alors innovation, la traduction du fruit de la recherche dans des innovations, en termes de pratiques culturelles par exemple, en termes de valorisation des produits et d'autres encore. Donc tout ça va se traduire dans une foule d'actions concrètes et on est très mobilisés pour en faire réalité. Donc les services d'accompagnement, le portail web sur la production bio, l'élaboration de la réglementation, l'adaptation de la réglementation bio, les diffusions des meilleures techniques d'élevage culturel, les groupements d'opérateurs bio, les maîtres de stage, les formateurs dans le bio, etc., etc. Je pense que c'est vraiment en œuvrant comme ça, d'une façon qui est très systématique, très stratégique, très concertée, très mesurée, qu'on continuera à faire du déploiement du bio en Wallonie un véritable succès. Ce qui est vraiment notre engagement au gouvernement, ce qui est le mien personnellement. Par ailleurs, n'hésitons pas à être fiers, bien sûr raisonnablement, mais à être fiers des résultats obtenus en Wallonie. Lorsque vous comparez avec les chiffres européens, lorsque on compare à l'échelle de la Belgique, on voit à quel point nous avons parcouru une part importante du chemin, ce qui, évidemment, n'enlève rien à notre enthousiasme quant au fait de poursuivre ce chemin et d'en accomplir encore des parts et des espaces considérables. Et puis je termine par un message qu'il me plaît vraiment de souligner, cette charte « Je cuisine, je consomme », locale, durable et de saison. Je crois qu'il y a déjà près de 10 000 personnes, mon cher Philippe, qui se sont engagées à travers cette charte, qui la diffusent, qui l'ont signée, qui sont informés à travers celle-ci. S'il devait y avoir par extraordinaire quelqu'un dans cette salle qui n'est pas encore adhérent à la charte « Je cuisine local, je consomme local, durable et de saison », je ne lui demande pas de lever le bras, je vous rassure, ne devez pas vous manifester, mais n'hésitez pas, avant que le week-end ne se termine, à vous inscrire et peut-être à mobiliser l'une ou l'autre des personnes de votre entourage de manière à ce que celles-ci puissent faire de même. Vraiment termine mon propos en vous remerciant toutes et tous. Il y a beaucoup de boulot qui a déjà été fait, cher Colombo. On a encore beaucoup à faire et on va le faire. Merci à vous. Grand merci, Monsieur le Ministre. Je retiendrai donc que le plan Bio 2030 a été accepté hier en gouvernement. C'est une nouvelle importante. L'importance de l'accompagnement, ça je ne peux que vous rejoindre sur ce point-là, ainsi que l'importance du soutien financier et de la recherche. Et puis, en ce qui concerne la PAC-W, notre rôle de promotion de l'agriculture biologique wallonne et de l'importance que notre directeur général
accorde vraiment à ses missions et il y veille. Et au niveau du conseil d'administration, je vous garantis qu'on y veille aussi. On avait d'ailleurs CA ce matin à 8h pour pouvoir être ici maintenant avec vous. La Pâque est matinale, ce qui me réjouit. Voilà. Et donc, on va passer la parole à Justine, qui va gérer, je pense, je ne sais pas où est Justine, elle est là dans le fond, et qui va être notre madame loyale, si on peut dire, pour gérer tout ce qui est questions-réponses. Et alors, je ne sais pas si je laisse ma place à Dominique ou si Dominique reste là, ou comme l'année dernière, on switch pour les questions-réponses. Tu désires? Ok. Tiens, je te prépare le gel pour te protéger du fait que j'étais assise ici, hein, et je vais m'asseoir à ta place. Voilà. Venez, Dominique. Voilà, donc nous allons ouvrir la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main pour que je puisse venir jusque chez vous et les énoncer dans le micro. Non, je vais, en fait, pour des raisons d'hygiène et sanitaire, je vais la... Donc, Monsieur Borsu, c'est une question pour vous. Donc, on parle du plan sur 5 années. On voudrait un petit peu savoir ce qu'il en est pour les 5 années après et quel sera le budget sur les... Donc, on parlait d'un plan à 5 années, donc vous voulez savoir un petit peu plus loin, sur un plus long terme. Est-ce que je peux juste... Donc le plan porte bien sur 10 années, c'est un plan pour 2030 et il y a 2 phases, si je puis dire, de morceaux opérationnels. Pourquoi? Parce que ça nous semblait très sage de se dire, ben voilà les objectifs, voilà les lignes que nous nous fixons, voilà l'ensemble de la déclinaison du plan, mais il sera, me semble-t-il, quand on voit un certain nombre d'évolutions, il sera adéquat de se dire, après 5 ans, ben, faisons une évolution intermédiaire. Le plan actuel, d'ailleurs, si je ne m'abuse, a fait l'objet d'ajustements en 2017. Et donc, compte tenu de les connaissances qu'on pourra acquérir d'ici là, les expertises, les retours de terrain des producteurs, d'autres éléments européens et des expertises diverses à l'extérieur, peut-être l'évolution des attentes du consommateur. Ariane a très très bien mentionné l'impact Covid pendant la période du Covid, quel sera l'impact post-Covid et d'autres paramètres encore qui font que après 5 ans, alors nous aurons l'occasion d'ajuster, de compléter, de modifier, d'amplifier peut-être encore certains points si nécessaire. Le budget identifié concerne donc les 5 prochaines années. Ça veut donc dire que à la fin de la première période, il faudra de nouveau évidemment se projeter en disant voilà quels budgets vont être mobilisés pour les années ultérieures, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e. Ça me paraît aussi une bonne façon de procéder, puisque si on dit on va consacrer dans 8 ans tel montant, le budget sera quand même fait l'année avant, et donc le caractère, le caractère de cette intention doit à l'évidence être coulé dans le béton des textes, en ce compris les textes budgétaires pour les années ultérieures. Mais voilà, c'est déjà la trajectoire pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. C'était donc une question du sillon belge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on a beaucoup parlé en fait de l'offre et la demande, et donc ici on avait une question un petit peu plus par rapport au prix du bio, par rapport au conventionnel, donc pour justement un petit peu voir tout ce qu'il y a derrière, la marge, etc., et qui permet aussi vraiment de voir un petit peu cette offre et cette demande, cette évolution. Donc le prix du bio est considéré comme environ 30% plus cher. Je n'ai pas regardé les derniers prix, mais c'est plus ou moins ça. Et évidemment, il faut que le bio soit accessible aux consommateurs, mais il faut aussi, et nous c'est vraiment notre travail chez Bioni, que les producteurs puissent gagner leur vie. Et donc, ça restera plus cher, de combien on ne saura pas à l'avenir, mais clairement, ça demande plus de main-d'œuvre, plus de surface, plus de technique, et donc oui, le bio reste plus cher. Je ne sais pas si c'est ça la question. J'aurais préféré avoir une
Donc je répète en résumé, donc c'était plus pour avoir une indication sur la différence entre les différents produits et l'évolution en fait des tendances vraiment par produit, pour vraiment avoir une vue un petit peu plus voilà, plus sectorielle, pas sectorielle, mais voilà, plus par produit de l'agriculture biologique. Donc oui, BioONI suit évidemment bien les évolutions par secteur pour savoir où est-ce qu'il y a justement plus de demandes que d'offres, ou alors justement les filières où il y a vraiment un risque de surproduction ou une surproduction, ça c'est clair. Alors par contre, nous on ne regarde pas par rapport au prix, par rapport au conventionnel, parce que c'est deux marchés différents. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de comparer avec du conventionnel, par exemple le lait, parce que c'est deux marchés totalement différents. Par contre, on appelle les laiteries régulièrement, on appelle les abattoirs, les magasins bio, les distributeurs, pour savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous recherchez des nouveaux producteurs, quel tonnage. Et donc, c'est plutôt vraiment en allant à la rencontre, ce qu'on fait vraiment régulièrement, pour savoir quelle est la tendance du marché. Et alors, on regarde évidemment en Belgique, mais aussi dans le reste de l'Europe. Par exemple, pour le lait, on regarde aussi qu'est-ce qui se passe chez nos pays voisins. Et par exemple, pour le lait, chez nos pays voisins, la tendance à la conversion en lait bio commence à diminuer. Et donc, il n'y a pas de risque de surproduction, en tout cas pour les prochaines années en lait bio. Mais donc oui, c'est un travail constant qu'on fait régulièrement et qui est en effet très très important. Et je pourrais juste ajouter une chose. Si le prix du bio arrive chez l'agriculteur au prix du conventionnel, l'agriculteur ne va pas rester dans le secteur bio, il faut être très clair. Hein. Donc c'est déjà une première chose. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Gros. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que tout soit bio, ou c'est vraiment une utopie? Parce que normalement, le bio, c'est c'est naturel. Ouais, il y a une chose que je peux... Après, tu peux ajouter, Ariane. Une chose que je peux dire, toutes les fermes. Donc, pour passer en bio, il faut avoir vraiment un entour, un parcours, je veux dire, de sa ferme, une disposition de sa ferme. Oui. Une ferme qui n'a pas directement une étape et qui n'a pas accès directement à l'extérieur, je veux dire, un nombre d'hectares suffisamment pour pâturer, oui. Mais il ne pourra pas. Donc, il faut bien comprendre que certaines fermes ne pourront pas. Et puis, il faut pas... Oui, proche. Et donc voilà, c'est suivant l'agriculteur. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que l'agriculteur, au moment qu'il passe en bio, il a réfléchi pendant 2-3 ans. Donc je veux dire, c'est revoir toute sa manière de travailler. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc ça c'est clair, hein, c'est une conversion longue et qu'on trouve intéressante. Hein, autant se poser des questions avant sa conversion. Mais pour nous aussi, la principale crainte que j'aurais, c'est qu'il faut que les marchés suivent. Parce que c'est très bien de faire produire tout le monde en bio, mais si les consommateurs ne sont pas prêts à acheter bio, les prix du bio vont diminuer. Et donc, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite pour les producteurs déjà, pour les 1900 producteurs déjà bio actuellement. Quoi. Donc, c'est pas mal qu'il reste un peu de conventionnel quand même. Et le conventionnel, c'est pas forcément dégueulasse. Non, bien sûr que non. Voilà, d'accord. Okay. Si Président, tu sais, c'est dégueulasse le conventionnel. Ah, voilà. Donc c'est bien qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, j'arrive. Est-ce que c'était une bonne question ou bien... Très, très bonne. Très bonne. Donc, c'est par rapport à la réglementation européenne. Donc, les producteurs bio font parfois face à une concurrence déloyale. Donc, on souhaite savoir ici ce qu'il en est en fait de cette réglementation. Je suis vraiment d'accord avec le raisonnement de base, qui est de dire les exigences concernant le bio importé doivent être vraiment de même niveau que ce qui est réclamé, ce qui est demandé pour nos producteurs ici. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de questions, il y a même eu des émissions télévisées, des reportages là-dessus, et je pense que
il est vraiment important que, à la fois les législations, mais aussi les contrôles quant à l'application des législations sur les produits importés font que, et fassent que, on ait ici évidemment une véritable garantie que le bio soit du vrai et complet bio au sens strict de notre législation. N'hésitez pas si d'autres collègues veulent intervenir. La force qu'on a, c'est qu'on a un règlement bio quand même assez fort, donc je pense que c'est hyper important qu'il y ait la même règle pour tout le monde, donc c'est ça qui est important. Donc voilà, mais maintenant, c'est comment on l'interprète. Voilà. Ici, c'est vraiment sur la problématique en fait des autres États membres qui n'ont pas les mêmes règles que celles qui s'appliquent ici. Normalement, vas-y. Hein, Philippe veut répondre. Oh, Philippe, vas-y Philippe. Viens. C'est vrai que Oui, à place vous n'avez encore rien dit, Philippe. Oui. Intervenez seulement. Donc, bonjour à tous. Ce qu'on n'a pas encore précisé ici aujourd'hui, c'est qu'on va entrer dans un nouveau plan stratégique, mais il va y avoir aussi un nouveau règlement bio-européen qui va démarrer au 1er janvier 2022. Au niveau de la région, on travaille pour le moment à l'AGOE qui va compléter le règlement européen, mais une des volontés du nouveau règlement européen est de diminuer justement et d'harmoniser les interprétations de la réglementation qui pouvaient être parfois différentes d'une région à l'autre sur certains points de détail. Donc il restera dans la réglementation des points qui seront laissés à l'attention des régions de par simplement leurs particularités agricoles, mais le but est de vraiment pouvoir harmoniser tout en protégeant suffisamment le secteur bio. On a une question ici, donc on demande s'il serait possible d'harmoniser la définition de local, parce que local n'est pas le même partout. Ça me paraît très difficile, parce que même à l'échelle belge, hein, la définition de ce qui est spécifiquement local me semble pas nécessairement toujours alignée, et de façon générale, hein, quand on voit la réalité des différents pays européens, par exemple, on comprend bien que on n'aura pas nécessairement la même définition précise. Ceci dit, indépendamment de ces éléments de différence, le fait qu'un produit soit en proximité ne mobilise pas en termes de chaîne de valorisation, une chaîne qui est trop longue, si je puis dire, des éléments de distance, des éléments de proximité dans la valorisation du consommateur et dans l'identification par le consommateur de la production. Allez, tendanciellement, on a une vision qui est commune, même si on peut bien entendre que je n'ai pas connaissance qu'il y ait mais peut-être que d'autres pourront compléter mon propos, qu'il y ait des efforts en ce sens pour labelliser le local, enfin pour pas labelliser le local, mais vraiment le définir juridiquement au niveau européen. Pour moi, il faut que tous les maillons de la chaîne jouent le jeu, donc autant les producteurs que les transformateurs, les distributeurs, les magasins et les consommateurs se disent je vais acheter bio wallon, puisqu'on l'a vu, hein, on sait acheter vraiment maintenant une majorité de produits bio wallon, donc autant aller vers ça et donc pas acheter à l'étranger simplement. On nous dit aussi qu'il y a une différence entre le bio local wallon et le local flamand. Le local wallon, c'est vraiment ici, tandis que flamand, on est vraiment plus proche de tout ce qui est européen. Ouais. Oui, il y a une différence, mais c'est plus déterminé. Jean-Marc, c'est plus déterminé sur comment on appelle ça, sur l'utilisation donc dans les céréales, l'alimentation des poulets. On doit respecter, je veux dire, une région. Et la différence qu'il y a, c'est que en Flandre, la définition de la région, c'est l'Europe, et en Wallonie, c'est 300 km autour de Namur, voilà, en gros. Voilà. Oui, il y a quelques différences, mais c'est vrai que il y a certains points, et clairement la Wallonie a été plus stricte, mais donc je crois qu'il faut être justement fier de ça, et surtout le communiquer aux consommateurs, quoi. Si vous savez acheter wallon, achetez wallon, quoi.
D'accord. Donc on nous demande si, donc, dans le budget qui est prévu donc, pour le plan 2030, si ça inclut tout ce qui est la rémunération pour tout ce qui est la certification, c'était ça ? La labellisation, parce que c'est quelque chose de payant. Donc est-ce que ça c'est inclus dans le plan pour justement venir en aide aux producteurs du bio qui sont en conventionnel ? L'aide est plutôt une aide en termes d'accompagnement, en termes de conseils, de soutien et d'éléments de cette nature-là, d'une part. Puis alors, il faudra aussi, dès que les négociations sont terminées, que, alors, sur le volet de la PAC, on puisse alors avoir, par rapport à ces éléments-là, on puisse aussi avoir des précisions. Mais le volet n'est pas de dire on va rémunérer au sens strict l'élément que vous évoquez, dans en tout cas la projection qui est faite à ce stade. Actuellement, les producteurs en conversion ont des aides PAC un peu plus élevées pendant les 2 années de conversion. Donc il y a déjà un soutien qui devrait être poursuivi. Oui, qui devrait. Voilà. Mais pour répondre un petit peu à la question, c'est vrai qu'on a des réunions, on a la chance de participer, plusieurs acteurs ont la chance de participer à des réunions PAC, et c'est vrai que cette question-là est abordée, mais surtout pour les petits maraîchers. Voilà, on est un peu la chose. Voilà. C'est vrai que moi j'ai fait un jour un calcul pour voir le coût de certification. C'est vrai qu'il est dans les mains des producteurs et des acteurs certifiés bio, mais ils ont une aide PAC et pour un agriculteur bio standard, ces aides couvrent largement la certification bio. La difficulté c'est vraiment pour les petits marchés de moins d'1 hectare, où alors là c'est vrai que les coûts de certification peuvent coûter plus cher que les aides. Mais c'est vraiment ce cas très spécifique qui est problématique. Donc, très concrètement, donc, on est pour le moment, en ce qui concerne comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et comme vous le savez, on est en attente forcément de l'accord sur la PAC. Dès que cet accord tombe, on peut alors progresser un peu plus concernant le plan stratégique wallon. Et dans ce plan stratégique, alors un certain nombre de choix devront être opérés, notamment par rapport aux éléments que vous évoquez. Donc, on espère pouvoir avoir un accord européen concernant la PAC encore en ce mois de juin. Ce n'est pas acquis, mais ça me semble possible. Et puis après, va s'enchaîner assez rapidement alors plan stratégique, différentes mesures dans le plan stratégique, en ce compris ce qui concerne le bio et la conversion, par exemple. Je crois que madame voulait intervenir aussi. Oui, madame. Donc, on a ici une production en fait d'insectes durables, donc qui n'arrivent pas justement à avoir cette certification. Et donc, on demande un petit peu quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer, comment est-ce qu'on peut obtenir cette certification pour ce type de ressources. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique est un peu pionnière pour les insectes. Et en fait, dans le règlement bio, il n'y a rien sur la production d'insectes, puisque en fait, on n'en produisait pas dans les autres pays de l'Union européenne. Et donc, j'ai l'impression que ça n'est pas passé dans le nouveau règlement bio. Donc il n'y a pas dans le nouveau règlement bio des règles pour la production d'insectes, parce qu'il faudrait réfléchir. Qu'est-ce que mangerait un ver de farine? Qu'est-ce que mangerait un criquet? Est-ce qu'il pourrait sortir? Il faudrait réfléchir à des règles précises. Mais pour moi, la solution, ce serait de l'écrire pour moi dans l'AGOI, dans le nouvel AGOI. Ça a déjà été le cas dans l'ancien AGOI, où il y avait mis des règles justement précises pour les escargots, pour les autruches, des animaux qu'il n'y avait pas où il n'y avait pas de règles dans la réglementation bio-européenne. Et donc pour moi, c'est une solution, et cet AGOI, il est en cours. Donc il faut pour moi parler ça à l'administration wallonne, j'imagine. Très brièvement, effectivement, le règlement ne couvre pas forcément tout, est évolutif et doit répondre à de plus en plus de questions. Et donc il existe au niveau de la Wallonie un groupe de travail qui traite justement spécifiquement de ces questions, qui les fait remonter aussi au niveau de l'administration. Et par rapport aux insectes, effectivement, on essaye d'appliquer le principe de base de la réglementation bio à des cas très spécifiques et on rencontre toujours beaucoup d'obstacles à lever. Donc de manière à voir si effectivement l'élevage de l'insecte
répond à ce qu'on attend d'un élevage bio en général. Et donc il y aura peut-être des adaptations à faire d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue des pratiques également pour avoir quelque chose qui puisse répondre effectivement au label bio. Oui, c'est des longues discussions dans ces réunions-là, il faut le savoir. Je répète juste pour être sûr que les personnes qui nous suivent en direct puissent bien aussi entendre la question. Donc c'était le fait que l'impact climatique du bio mériterait vraiment une meilleure budgétisation et qu'il faudrait vraiment aider les producteurs à pouvoir passer aussi à être labellisés, avoir cette certification de manière beaucoup plus, presque gratuite en fait, gratuite, et les marchés publics. Voilà, où le bio devrait être la norme. Donc dans les marchés publics, donc on a évoqué un certain nombre de mesures, mais évidemment pas toutes les mesures. J'ai cité tout à l'heure qu'il y en avait encore un grand nombre d'autres. Effectivement, les marchés publics incluent des clauses, ou permettent l'inclusion de clauses sociales et environnementales de façon générale. Ça s'applique aux achats de matières, par exemple, mais ça peut s'appliquer aussi à des marchés de prestations et d'autres également. L'intention du gouvernement est de systématiser, et lorsque ça ne dépend pas du gouvernement, d'encourager la systématisation de l'inclusion de clauses environnementales et ou sociales dans les marchés publics. Ça vaut non seulement pour les produits, mais ça vaut aussi pour un certain nombre d'autres commandes, de sorte qu'il puisse y avoir, dans le respect des directives, les marchés publics sont cadrés par des directives européennes, elles sont traduites ensuite en droit belge et en droit wallon. En ce qui concerne donc le respect de ces règles, bien sûr, il n'est pas question d'y transiger, mais les outils, notamment de ces clauses environnementales, sont des outils très intéressants qu'on compte donc systématiser en ce qui nous concerne, encourager de façon systématique pour celles et ceux qui dépendent, sont des partenaires ou sont par exemple soutenus par des subsides wallons. C'est le premier élément. Deuxième point, l'ensemble de la PAC prévoit un certain nombre de mesures dans l'architecture verte, au premier pilier, dans le deuxième pilier, un certain nombre de mesures fortes visant à encourager la transition, la résilience environnementale et aussi à prendre en charge un certain nombre des coûts qui sont liés au fait d'avoir une agriculture, d'avoir des modes de production qui soient plus résilients, aussi des espaces qui sont préservés, comme vous l'avez évoqué, pour la biodiversité. C'est un des piliers vraiment importants de la prochaine période de programmation de la politique agricole commune et qui concerne évidemment au premier chef également les producteurs bio. Alors, on peut toujours estimer que tout devrait être gratuit, qu'il faudrait aller plus loin en termes de budget, mais je crois pouvoir dire que ces évolutions sont déjà significatives et d'autres éléments, évidemment, et par ailleurs légitimes pour soutenir la biodiversité, pour soutenir la résilience des territoires, la résilience des espaces, la préservation des sols, etc., font aussi partie de l'action de la région wallonne concerne le bio, mais ça concerne aussi d'autres espaces, d'autres formes de spéculation. Donc je crois pouvoir vraiment vous rassurer en disant que cette préoccupation, vous l'avez vu dans le cadre du plan de relance wallon, est vraiment transversalement au cœur me semble-t-il, des lignes de conduite et des lignes de priorité. Mais si j'ai évoqué l'aspect économique, ce n'est pas par distraction. Lorsque un certain nombre de productions de viande bovine bio, faute de débouchés, rejoignent les circuits de commercialisation conventionnels, on voit bien qu'il y a un problème. Lorsque nous avons, il y a 2 mois, 1200 tonnes de pommes de terre bio, bien sûr, il y a la crise Covid et il y a des circonstances spécifiques, il y a du circonstanciel, on est bien d'accord, mais qui ne sont pas écoulées, c'est un élément qui me préoccupe. Et c'est en cela que je veux aussi que l'on soit très offensif
mais qu'on ait bien construit la façon dont on est sûr que les étapes suivantes sont gagnées, me semble-t-il. Parce que, comme plusieurs l'ont relevé, qu'est-ce qui se passe si on se trouve avec des prix qui sont en train qui ne permettent plus de rémunérer correctement les producteurs dans telle ou telle filière, par exemple, et d'autres éléments encore. Donc, c'est parce qu'on a vraiment cette volonté, on se compris bien sûr dans la dimension environnementale, transition, résilience, qu'on souhaite vraiment être très, très méthodique dans ce caractère offensif. Et puis, dernier élément, notre soutien au bio. On a 5% en termes d'objectifs au-delà de l'Europe, donc ce n'est pas rien. Si notre soutien au bio et notre détermination à amplifier encore ce soutien est évidemment incontestable, comme l'inspecteur l'a justement relevé, notre territoire est aussi fait d'une diversité du monde agricole dont il faut aussi tenir compte. Si je peux ajouter quelque chose, Monsieur le Ministre, si vous me permettez, Je suis juste invité. Oui, mais non, pour répondre à Luc, tout à l'heure j'ai parlé des problèmes maraîchers, mais je pense qu'il faut penser plus. Pour l'instant, le coût le plus important, c'est chez les bouchers, le service de contrôle. Donc ça coûte horriblement cher parce que c'est tout un mécanisme. Et je pense qu'on doit réfléchir d'abord sur ça avant d'aller peut-être plus loin. Donc voilà, c'est ce que je voulais. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de bouchers, je veux dire, en bio, parce que ça coûte horriblement cher et exigence beaucoup plus forte. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse un peu, comme on l'a dit, sur la filière. Donc voilà, le reste. Merci beaucoup d'avoir répondu aux différentes questions. Nous allons clôturer la session de questions-réponses ici. Si vous avez encore des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser à la fin de la conférence. Et voilà, comme ça, je peux repasser la parole à Marianne Strehl. Merci à toi, Justine. Et donc, nous voilà arrivés à la fin de notre belle matinée. Des matinées avec des bonnes nouvelles. C'est pas tous les jours, hein, Monsieur le Ministre, donc ça fait du bien, vraiment. Et donc, voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre présence, pour le temps consacré ce matin pour répondre notamment aux questions. Je remercie également l'inspecteur Colombio. Je sais pas, il est parti, il est là-bas. Vous partez déjà? C'est pas, vous êtes pressé? Voilà. Alors, je vous remercie. Je rappelle que cette semaine, vous allez beaucoup travailler puisque vous allez répondre... Ah oui, il y a Dominique qui veut un selfie avec vous. Désolée, mais... Voilà. Mais rappelez que cette semaine, on va avoir la chance de vous entendre et dans des émissions radio et vous voir à la télé. Vous répondrez à de nombreuses questions sur notre agriculture puisque aujourd'hui, vous êtes devenu un expert. Et merci pour... Comment dites-vous? Oui, essayez que ça soit propre. Voilà. On se reverra après pour faire le... Je ferai moi l'inspection cette semaine et je ferai rapport à la fin de votre semaine. Ça va? Merci, hein? Merci beaucoup. Et donc, je remercie aussi Philippe Grogna et Ariane de Bio Wallonie pour tout le travail fourni et tout ce qu'on a pu faire ensemble ce matin. Je remercie également notre directeur général de la PAC-W et ses équipes pour l'organisation de cette matinée. Merci aussi à la presse. Ça chahute déjà, hein, les gars? À la presse pour l'intérêt à cette matinée et pour le relais précieux qu'il peut être en relayant l'information auprès des consommateurs belges. Et puis, tous les partenaires qui nous ont aidés à monter cette matinée et qui participent au développement du secteur bio, que ce soit les organisations professionnelles, la Socopro, et puis tous les certificateurs, et évidemment, sans oublier la recherche, le SPW et Bio Wallonie. Et puis, je pense que ça ne sert plus à rien que je rappelle la semaine, tout le monde le sait, plus personne n'écoute, donc je pense qu'on va tous boire un petit verre en respectant bien toutes les mesures pour qu'on soit tous bien protégés. Et alors, je dois aussi, désolée, mais faire un petit relais vers YouTube, nous excuser pour tout ce qui est coupure Internet, il y a eu une petite coupure, mais dire que si vous n'avez pas pu tout suivre, vous retrouverez l'entièreté de cette conférence
qui a été enregistrée et vous la retrouverez en 2 parties sur YouTube dès qu'on aura terminé ici. Et donc, je remercie également donc, tous ceux qui, devant leur ordinateur, ont suivi avec nous cette belle matinée.